D'où viennent nos pensées? C'est une question qui a l'air toute simple, mais en réalité, elle est absolument vertigineuse. Aujourd'hui, on va mener une petite enquête ensemble, et je vous préviens, ça risque de bousculer quelques-unes de nos plus grandes certitudes. On a tous connu ce moment, pas vrai? Sous la douche, en pleine balade, et hop, une idée de génie qui déboule de nulle part. On appelle ça un éclair de génie. Mais remarquez bien les mots qu'on utilise. L'idée jaillit, elle nous vient. On ne se dit jamais, tiens, je suis en train de fabriquer une super idée avec mes petits neurones. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut? En fait, tout le mystère peut se résumer à cette simple alternative. Est-ce que notre cerveau est une sorte de disque dur super puissant qui stocke des infos et qui crée lui-même ses propres idées? Ou bien est-ce qu'il serait plutôt comme une antenne, un récepteur qui capte des idées qui viennent d'ailleurs? C'est ça la grande question qu'on va explorer. Alors, création ou réception? Pour démarrer notre enquête, on va se pencher sur cette sensation que tout le monde connaît. Ce sentiment un peu étrange que nos pensées ne sont pas vraiment fabriquées par nous, mais qu'elles nous arrivent tout simplement. Si on a déjà essayé de méditer, on sait de quoi je parle. On essaye de faire le vide et c'est le chaos. Des pensées surgissent sans aucune permission, c'est comme des notifications qui n'arrêtent pas de s'afficher sur un smartphone. On se retrouve simple spectateur d'un film mental qu'on n'a même pas réalisé. La question c'est qui tient la télécommande? Et là, la science vient ajouter son grain de sel et c'est assez troublant. Le neuroscientifique Benjamin Libet a découvert que l'activité du cerveau qui déclenche une action, eh bien, elle commence environ 0,35 secondes avant qu'on ait conscience de prendre la décision. C'est un peu comme si notre cerveau lançait l'impression avant même qu'on ait cliqué sur le bouton « Imprimer ». Dingue, non? Maintenant, faisons un bond dans le passé. Allons voir nos témoins les plus anciens, les grands sages de l'Antiquité. Pour eux, l'idée de recevoir des pensées, c'était la norme. C'était même une évidence. Pour des géants de la pensée comme Pythagore ou Platon, c'était clair comme de l'eau de roche. On ne crée pas le savoir, on le télécharge. L'idée qu'un être humain puisse être l'auteur de ses propres pensées, pour eux, ça aurait été d'une arrogance complètement folle. Platon, lui, il a poussé le concept super loin avec sa théorie du monde des idées. Imaginez une sorte d'immense iCloud cosmique où la version parfaite de chaque chose, de chaque concept est stockée. Pour lui, apprendre, ce n'est pas du tout acquérir de nouvelles infos. Non, c'est se souvenir de ces formes parfaites que notre âme connaissait avant de s'incarner. Le savoir est donc une redécouverte, pas une création. Et puis, il y a le cas de Socrate, qui est encore plus frappant. Il disait être guidé par son daimonium, une sorte de voix intérieure qui lui soufflait ce qu'il ne devait pas faire. Attention, ce n'était pas sa conscience, c'était vraiment une autre entité, un autre à l'intérieur de lui. Un véritable GPS spirituel qui est quand même à la base de toute la philosophie occidentale. L'enquête nous amène maintenant vers des suspects assez improbables, des figures de l'histoire qu'on imagine être les maîtres absolus de leur propre esprit. Préparez-vous à quelques surprises. Et voilà le suspect numéro 1, René Descartes. L'homme qui a mis le je, pensant, au centre de tout. Le père du rationalisme moderne. On l'imagine tout seul dans sa chambre en train de déduire le monde par la seule force de sa logique. Mais la véritable histoire est bien plus étrange que ça. Tout le système de Descartes, toute la science moderne en fait repose sur une seule date clé, le 10 novembre 1619. Une nuit qui, à elle seule, va changer le cours de l'histoire. Et voilà la révélation. Cette nuit-là, Descartes ne fait pas de la logique. Il fait 3 rêves hyper intenses. Et ces rêves lui révèlent les fondements d'une science admirable. Il en sort complètement persuadé qu'un esprit de vérité lui a transmis cette connaissance. Oui, vous avez bien entendu, le père de la raison a fondé toute sa méthode sur une illumination reçue en rêve. Incroyable. Et ce n'est pas un cas isolé. Prenez un autre géant, Victor Hugo. Pendant son exil, il se met à fond dans le spiritisme, avec les tables tournantes et tout le tralala. Et il se voit non pas comme un créateur, mais comme un écho sonore, un simple traducteur qui retranscrit des messages venus du monde invisible. Allez, on quitte les poètes et les philosophes pour entrer de plein pied dans l'ère moderne. C'est au tour de la psychologie de s'emparer du mystère et de tenter de cartographier ce fameux monde intérieur. À la fin du 19e siècle, un chercheur du nom de Frederick Myers propose un concept qui va tout changer, le soi subliminal. En gros, il en a marre de laisser ce sujet au seul spirit. Il veut l'étudier de manière scientifique. Son idée, c'est celle de l'iceberg que tout le monde connaît aujourd'hui. Notre conscience de tous les jours, notre petit moi, ce n'est que la pointe émergée, minuscule. La partie immergée, immense, c'est ce soi subliminal, un centre de traitement de données surpuissant, capable d'intuition fulgurante, de créativité et de bien d'autres choses. Et puis arrive Carl Jung,
Et lui, il va encore plus loin. Il remarque que ses patients, dans leurs rêves, décrivent des symboles mythologiques complexes qu'ils n'ont jamais pu apprendre nulle part. Sa conclusion est révolutionnaire. On naîtrait tous avec une sorte de système d'exploitation commun, un inconscient collectif partagé par toute l'humanité. Et ce système d'exploitation contient des programmes universels, les archétypes. Le vieux sage, la grande-mère, le héros, l'ombre. Ce sont des schémas, des images primordiales qui structurent nos mythes, nos contes de fées et nos rêves, sans même qu'on s'en rende compte. Une idée de génie, dans cette optique, ce serait peut-être juste l'accès à l'un de ces grands dossiers partagés de l'humanité. Mais alors, attention, est-ce qu'on a vraiment expliqué quelque chose? L'historien Henri Ellenberger pose une question qui fait mal. Est-ce que le mot inconscient n'est pas juste une étiquette moderne, avec un vernis scientifique, qu'on a collé sur un très très ancien mystère, juste pour se rassurer? On a remplacé les muses par l'intuition, les esprits par le subconscient, mais au fond, est-ce que le mystère n'est pas toujours là? Alors, au bout du compte, où est-ce que cette enquête nous mène? Eh bien, le verdict reste ouvert. Et le plus fou, c'est que même à notre époque hyper technologique, le mystère ne fait que s'épaissir. Il suffit de regarder les intelligences artificielles. Une IA comme ChatGPT peut produire des textes brillants, poétiques, complexes, sans avoir le moindre moi, sans penser au sens où on l'entend. Elle ne fait qu'associer des mots de manière probabiliste. Alors si une machine sans conscience peut générer des idées, quelle certitude a-t-on que notre propre moi est bien la cause première de nos pensées? Ça donne le vertige. Le point central à retenir, c'est peut-être un changement de posture. Si on n'est pas les propriétaires exclusifs de nos pensées, alors l'arrogance de l'ego peut peut-être laisser la place à un peu de gratitude. Créer, ce serait peut-être moins une question de travailler dur que d'apprendre à faire le silence pour mieux capter le signal. On serait comme les intendants, les gérants d'un domaine qui nous dépassent infiniment. Finalement, la boucle est bouclée, on revient à Socrate et à son daimonium. Admettre qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent nos pensées, ce n'est pas un aveu d'échec. Au contraire, c'est peut-être le vrai point de départ de l'aventure de la connaissance. La prochaine fois qu'une idée nous traverse l'esprit, au lieu de se dire « j'ai trouvé », la vraie question à se poser serait peut-être « qui ou quoi en moi vient de parler ?»